Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Allô? Salut! Ça va? Ça va, toi? Toi, c'est Julien, c'est ça? Oui. OK. Ça fait longtemps, hein? Ben, je sais pas, ouais, ça fait un bout qu'on n'a pas... les gens, ils savent pas parce qu'ils écoutent. Quand ils écoutent Les gens, les ils savent pas épisodes, parce qu'ils écoutent pas. Les gens, ils savent pas parce qu'ils écoutent pas le podcast. Non, mais je veux dire, ça sort une fois par semaine. Mais nous, des fois, notre break, il dure un mois et demi. Là. Fait que, ouais, ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit bout. Je vais me lancer. Moi, C'est quoi vrai. t'avais une lancée? Ben, je sais pas, ça m'a pris au début que tu me... Encore le début. Ça ressemble à quoi? Parce que là, c'est l'été, hein? Ouais, c'est l'été. Ça ressemble à quoi un été chez les Martin Donne? Les Martin Donne. Non, on n'est pas supposé, là. Ah, c'est vrai? Ben, voyons donc. Ah. OK. Chez les... Chez Duke Silver et Princesse Yuyama. c'est ça, ouais. Ça ressemble à quoi l'été? Cet été, malheureusement, il faut juste que je travaille beaucoup. Ah. C'est un été pour me refaire des fonds, pour avoir été la cigale pendant l'hiver. C'est bizarre parce que je fonctionne à l'envers des saisons de La Fontaine. Mais cet hiver, j'ai consacré beaucoup de mon temps à mon roman pour ne faire qu'une maigre somme, parce que c'est ça, être un artiste. Ben oui. Fait que, ben là, il faut que je travaille là, pour compenser tout ça. Donc, cet été, c'est un été un peu lourd de job. Et puis, quand le soleil sort, j'en profite. Puis, Ouais, je l'été, suis pas dehors, mais je rentre fait pour tout de suite jouer. travailler. Oui, je sais que l'été, c'est fait pour jouer. Ouais. L'été. T'es-tu allé voir le Poudza? Oui! Ça, c'était une activité qui faisait cet hiver. C'était un peu le coup d'envoi. J'aime ça avec le... pour les gens qui ne savent pas, le Poudza Fest est un festival de punk rock montréalais, vraiment cool. Cette année, c'était la 12e édition, Wow. je pense, Poudza 12. Puis pour moi, c'est tout le temps le coup d'envoi de mon été. Parce que, je sais pas, ils ont trouvé, au début, quand les membres fondateurs du projet, Hélène McCoy, Hugo Moody, je sais pas qui a choisi la date comme ça va être le week-end de la fête des Patriotes. Mm-hmm. La fête de la Reine, la fête du Roi, la fête de Dollar, appelle ça comme tu veux. Là. En mai, quand il y a un jour férié. Ouais, le lundi qu'on a off. Le lundi qu'on a off. Mais c'est tellement wise parce que, de un, les shows peuvent continuer jusqu'à tard le dimanche, puis les gens continuent à se pointer. Mais aussi, c'est vraiment, la plupart des années, c'est le premier week-end où il fait vraiment beau puis chaud, puis on peut partir puis aller au centre-ville de Montréal en petite camisette. Mm. Puis, fait quoi? Ça a filé. C'était vraiment le fun. Je suis allé voir quelques shows, très peu. J'ai juste fait le samedi parce que le dimanche, je suis trentenaire avancé. Puis. T'as des affaires le dimanche. Non, j'étais scrap. Ah ouais? Mon samedi a trop été beau. Fait que j'ai raté Laura Jane Grace et ses deux magnifiques sets qui apparemment étaient brutaux. Écoute, j'ai comme un souvenir, je sais pas si c'est ça qui est arrivé. On a joué, nous autres, à Saint-Cuthbert, à Frosthaven un soir, puis je pense qu'on a reçu une notification pour dire qu'il y avait un show secret après notre game. Ah ouais? Fait qu'il était trop tard, là. On pouvait pas vraiment... Mais le show du Sobo House, j'aurais pas pu rentrer de toute façon parce que j'avais une passe band, puis les gens qui avaient une passe band se faisaient mettre de côté pour privilégier les gens qui ont vraiment payé pour leur passe. Ouais. Le show secret qui était au Turbo, le Turbo, c'est trop petit. Fait qu'ils ont fait cette démarche-là. Là. Fait que, oui, j'étais scrap, j'étais chez nous anyway. Mais si j'avais été là, j'aurais juste vu le show Fouf, mais j'aurais quand même trippé. Mais il y avait une couple de headliners qui m'intéressaient, mais quand je vais au Poudza, c'est pas pour les headliners, c'est pour la communauté. Voir les amis. Des punks du quartier latin. Ouais, je pense que mes meilleurs souvenirs du Poudza, c'est dans les files d'attente. Ah ouais? Bah, moi, c'est... Ouais, dans les terrasses. Pas de façon ironique, là, je suis pas en train de me plaindre des... Non, je comprends. Juste chiller avec du monde. Chiller, ouais. Ouais. J'ai pas été au Poudza, moi, mais j'étais allé voir Chou et Conflit Majeur. Ah oui, t'es allé voir ça? Ouais. J'ai rencontré Phil Veil. Oui. Du podcast Le Clash. Ben oui, Phil. On l'aime, Phil. Ben moi, je l'avais jamais comme vraiment rencontré, mais je sais qu'il t'a donné quelques cues au début du podcast. Ça a été une de nos ressources il y a un an, là, quand j'ai dit hey, on fait ça, nous autres, un balado. Puis là, Phil m'a donné
m'a donné des bons trucs, dont choc.ca. Il a dit moi, je fais ça ici, c'est cool. Là, malheureusement, il a quitté choc.ca dans de bons termes. Là. C'est juste parce qu'il avait besoin d'un setup avec des caméras. Puis ici, chez Choc, c'est difficile. Puis là, quand il est arrivé, il distribuait des collants pour faire de la promo pour le Clash. Tu sais. OK. Là, moi, je me suis dit, on n'a pas ça vraiment des collants. En tout cas, une question pour une autre fois. Mais là, je réalise que c'est lui, tu sais, fait que je me lève, je me présente, je dis, ah, cool, je fais un podcast avec Joël, t'as aidé Joël au début du podcast. Puis moi, mon but, c'est de parler pour aux voleurs, tu sais, faire comme, tu sais. Ouais. il me replace, il fait, ah oui, tu joues dans Grand Héron. Aïe, aïe! Ouais. Ah oui, fait que lui, il pense que t'es le gars de Grand Héron. Ouais, le gars qui joue du triangle dans Grand C'est Héron. pas faux. Non, c'est pas faux, mais... Mais c'est pas vrai non plus. Ouais, c'est ça. Mais là, nos auditeuristes connaissent peut-être pas Grand Héron. Ben, Grand Héron, c'est un de tes projets musicaux. Ouais. C'est un projet folk, un peu biz, qui en ce moment est sur la glace, mais ça a toujours été... Grand Héron, ça existe depuis 12 ans, puis ça fait 12 ans que c'est sur la glace. Mais l'année passée, vous avez fait 2 gros spectacles. Ouais, on a sorti un album qui est disponible sur Spotify. Les La gens fin peuvent aller écouter. croche. La fin est croche de Grand Héron. Puis on a fait 2 shows, puis on t'a invité à être sur scène avec nous pour faire des instrumentations accessoires un peu. Là, J'ai fait la flûte à bec, le glockenspiel, le triangle, les chaînes. On aimait bien t'avoir avec nous, mais il fallait que le stage soit quand même grand. Puis ça, c'était le cas dans un des 2 shows. Ouais. L'autre show, asti qu'on était pognés. Je trouve ça juste drôle de me faire reconnaître comme « Ah oui, tu joues dans Grand Héron quand j'étais comme principalement debout dans un coin avec un triangle. » Mais t'avais un personnage. C'est vrai. Parce que c'est ça un peu, c'était le gag. C'est... On a un musicien, un bon musicien qui est sur la scène avec nous. Il y a un triangle, puis il attend son cue, puis ding! C'était quand même drôle. Hey, Long Time Chat. Je vois ça sur notre liste. Je connais défile. ça? Non, mais je regarde notre dossier de presse. Ouais, Non. c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Ouais. l'ordre du jour? Ouais, j'ai écrit ça dans nos notes. OK, mais ça, c'est un peu une aventure qu'il faudrait que je te partage. Une aventure qui s'est passée entre moi puis mon sel, là, mais une aventure quand même. Fait que, il y a un podcast qui s'appelle Langtime Chat. Voyons, je suis pas capable de parler. Langtime Chat. Lang comme langue, là. Langage. Lang comme langage de conlang, parce que c'est sur les conlangs, c'est Okay. sur l'idéolangaison. C'est hyper niché. Je sais pas qui d'autre que moi a écouté un épisode, mais ça fait 4 ans que Est-ce ça que dure. c'est affilié à Artifiction? Non. Ou... OK. C'est des gens qui se connaissent, par contre, Okay. parce que c'est un petit milieu, les idéolinguistes à travers le monde. Non, c'est David J. Peterson puis Jesse Peterson. J'ai déjà parlé d'eux dans le cadre de Comme du Monde. Oui, c'est un couple qui fait du conlanging pour Hollywood. Et voilà. Ouais. Puis tu viens de souligner pourquoi je veux en parler. Ah. Parce que c'est un couple. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai réalisé. Dans le fond, j'ai vécu quelque chose de particulier avec moi-même. Là, moi, j'ai fait « Ah oui, eux autres sont mariés, ils font ça ensemble. Je les ai déjà entendus, je les ai déjà vus en public. Ils travaillent sur des langues ensemble. C'est eux qui ont travaillé le Dothraki, le ci, le ça. Puis moi, je les vois comme un duo. Puis là, je vois qu'ils ont un podcast où ils font le détail de leur création linguistique. Puis je suis comme, ça m'intéresse assez pour aller l'écouter puis voir si c'est catchy. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est des sommités, mais peut-être qu'ils sont pas capables de s'exprimer au micro, puis ça, c'est une autre histoire. Tu sais. Mm-hmm. Mais non, j'ai pogné le premier épisode. Puis je suis comme, c'est drôle, ils ont comme une drôle de façon de s'exprimer l'un par rapport à l'autre, puis de communiquer. Et comme un peu... pas des flamèches, mais c'est bizarre. On dirait qu'ils sont pas habitués de se parler. Puis là, j'écoute le deuxième épisode. Puis ça fait 4 ans, le premier épisode, deuxième épisode. J'écoute le deuxième. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, un moment donné, David, là, c'est clair que quand il enregistre, ils sont sur Zoom. Là, j'étais comme, c'est bizarre. Là, un moment donné, David, il dit, attends 2 secondes. Puis là, il dit à Jesse, qui est à l'autre bout, il dit, non, mais regarde, il y a Erin qui est là. Puis là, Jesse a dit, salut Erin. Puis là, on voit que dans le Zoom, il y a quelqu'un dans la même pièce que David qui est une certaine Erin. Puis c'est sa blonde ou c'est sa femme, là. Puis là, plus tard, un épisode plus loin, Jessie parle de sa vie, puis elle dit « c'est sûr, j'étais avec Chris à ce moment-là, on est monté, puis là, maintenant, Chris puis moi, on habite à telle place, puis on est rendu au Texas. » Puis là, j'ai comme « Attends, c'est pas un couple. » C'est un frère et une sœur? Non, c'est un couple maintenant.
v'là 4 ans, ils étaient chacun dans des relations différentes. Puis là, ce que je dis là, c'est de la déduction. J'ai rien checké online. OK. Ce que je me suis rendu compte, c'est que en écoutant ce balado-là, qui a un épisode par mois pendant 4 ans, je vais vivre une rom-com. C'est fucké, là! La rom-com la plus plate au monde. Oui, là. non, mais oui, parce que mais le sujet dont il parle, c'est genre on fait des dictionnaires, puis on invente des mots, puis on va dans des conventions avec des geeks. Mais plus Là, tu vas essayer de trouver le moment où ils sont tombés en amour. Mais le moment où ils sont tombés en amour, je l'entends à chaque épisode. Ils se parlent, puis ils parlent de leur couple chacun de leur bord, ils parlent de leur vie chacun de leur bord, mais il y a du flirt tout le long. Puis là, David, il dit quelque chose, puis là, Jessie, à part à rire, puis je suis comme, c'est pas un vrai rire, ça, c'est comme un rire nerveux de genre, et séduite. Ah. Puis c'est full intéressant à écouter. Là, je dis ça, puis je me dis, genre, j'espère que eux autres, ils sauront jamais que moi, j'ai ces opinions-là sur leur podcast, mais c'est quand même bizarre comme truc. Puis je sais qu'aujourd'hui, c'est un couple marié, puis ils font des langues ensemble. Fait que clairement, le podcast, c'est le Les ont origin rapprochés. story. Là. Ah ouais. C'est bizarre, hein? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à The Office. Ah, parce qu'au début, Pam est avec Roy, puis c'est ça. puis Jim, puis Ellie flirte au travail. C'est carrément ça. C'est hein, comme une version. C'est comme The Office, mais genre 800 épisodes d'1h30. Non, mais c'est un épisode par mois pendant 4 ans. Là, fait ok. que C'est pas super. 40, 50 épisodes, je sais pas. 40 épisodes, je pense. Parce que je n'ai entendu parler par le 40e épisode dont Artifiction a parlé un moment donné. Mais là, c'est-tu bon, Long Time Chat? Non, c'est full intéressant pour recueillir des informations sur une pratique que j'aime faire. OK. Mais c'est pas... genre, ils font tout le temps des tangentes. Ils parlent de n'importe quoi d'autre. Ils parlent à peine du sujet qui m'intéresse. Puis de temps en temps, on dirait que c'est comme quand ils arrivent sur une notion que je trouve intéressante puis que j'aimerais voir élaborée, ils l'effleurent. Puis après ça, ils font des jokes sur quand ils étaient dans telle convention, il y a 2 ans, puis ils se sont tenus ensemble le temps d'une soirée, puis ils ont été à un souper. Puis je suis comme, je suis tellement pas en train d'écouter ça puis d'obtenir ce que je pensais que j'allais obtenir. J'obtiens autre chose. J'obtiens genre une rom-com scénarisée. Là. Il y a peut-être une leçon à tirer pour notre propre podcast. Je sais pas, faudrait qu'on ait une évolution dans notre relation. Ah, puis qu'on devienne un couple à la fin, genre? Ben, Non, dis-le pas tout de suite, là. Non, Hey, je parlais... spoiler alert pour Comme du monde, tout le monde. Je parlais plus de l'affaire. Ah, Joël! Ça, c'était le rire pas authentique. Oui, je là. sais, Ouais. moi aussi. Mais non, je parlais plus d'effleurer un sujet, puis là, la personne qui écoute, elle dit « Ah, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait là », puis là, finalement, on n'y va pas. C'était surtout ça. Pas l'affaire de la comédie romantique. Là. OK. Quoique, on sait jamais. Fait que oui, c'est pour ça que j'ai écrit il faut que je parle de ça à Julien. Malade. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Puis vraiment, là, je continue à l'écouter, mais pour le facteur, je me demande s'ils vont finir ensemble. Puis je l'écoute mais non, mais plus tu le pour sais des déjà. fois. Ouais, mais tu sais, je veux voir comment ça se passe. C'est comme réécouter The Office. Parce qu'ils font une annonce, genre? Comme entre deux... Comme il arrive un épisode là... C'est ça. Je me demande vraiment qu'on informe comment le ça va se public passer. qu'on est en procédure de divorce, chacun dans nos familles. Je pense que cette conversation-ci peut mener à une autre conversation qui est, tu sais, les prequels. Ah. On sait où ça finit. Pourquoi on l'écoute? Pour voir comment ça s'est passé. J'haïs ça, pour être 100% honnête. Là. Mais c'est ça que j'ai, moi, avec le podcast, Ouais. avec Long Time Chat. Ouais. C'est comment, à quel moment est-ce qu'ils vont faire ce tournant-là dans leur vie, puis comment ça va se passer, puis genre hors d'onde versus en onde, qu'est-ce que je suis capable d'aller grappiller dans leur conversation qui fait comme, oh, attends, là, clairement, ils ont eu des conversations hors micro, puis peut-être qu'il y a de quoi qui se donne, puis... Tu penses-tu qu'il existe un forum, un subreddit de ship, genre de ce podcast-là? Puis là, tu pourrais comme participer à... Il existe un subreddit sur le fait que c'est une rom-com, ce podcast-là. Je l'ai parti hier. Ah! Puis tu peux venir et regarder mes opinions puis commenter, là. OK. Pour tout le monde qui sont intéressés, c'est R. Long Time Chat is a rom-com. T'es vite, c'est balle au rebond ce matin. C'est mon subreddit. Ouais, OK. Cool. C'est drôle que tu parles des sequels parce que là, on a eu Furiosa. Oui.
L'as-tu vu? T'es-tu allé au Non, cinéma? j'ai pas été le voir. Non. Ça vient juste de sortir là, ben, pour les gens qui sont pas... Pour nous, mais quand l'épisode va être diffusé, Ouais. ça fait peut-être déjà un petit bout que c'est sorti. Je sais pas. J'ai vraiment un problème. Ça m'intéresse pas un prequel. C'est-tu un prequel? Oui, je savais pas. c'est le. En tout cas, c'est vendu comme le marketing est fait autour du fait que c'est l'origin story du personnage de Charlize Theron. OK, puis c'est pour ça. Puis là, c'est Fury Anya Road. Taylor-Joy qui joue le personnage. Plus jeune, genre. Ah, OK. Tu vois, je connaissais rien de rien. Tout ce que je savais, c'est que j'ai vu des critiques qui disaient George Miller a encore réussi. Ah ouais? Genre, puis là, George Miller, il a quel âge? 79, je pense. Merde. Fait que c'est peut-être la dernière fois qu'il réussit. Fou raide. Mais ouais, OK, peut-être s'il y a des. Mais je sais pas, c'est le fait de savoir où ça mène, où ça. Tu sais, je vois pas quelle surprise on peut réserver dans un sequel, mais on fera Dans un prequel, ouais. On fera un épisode là-dessus. À un moment donné. Sur les prequels. Ouais. Puis, je sais pas. Je suis ambivalent. On dirait que ça joue avec des attentes très précises, puis c'est donc difficile de livrer la marchandise. Uh-huh. Dans le fond, tu te tires dans le pied. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai écrit des trucs pour Gadin qui se passent à une certaine époque, puis en même temps, j'écris des trucs pour Gadin qui se passent 30 ans plus tôt. Tout ce que je fais dans le podcast ici, c'est 30 ans avant. Ben, on va être, je vais dire, là, un cycle et un lustre. Oui, c'est ça, merci. avant le moment que moi j'ai en tête, qui est comme mon moment charnière de mon histoire. C'est du prequel que je fais avec Comme du monde, c'est juste qu'on n'a pas encore vu. Là. Fait que finalement, c'est pas du prequel pour personne. C'est juste pour moi. Mais... Je comprends, mais quand on fait de la démiurgie, on fait pas. On suit pas un personnage de près. Non, on suit pas c'est une trame narrative, un arc de près. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, c'est ce que Toi, je ça reproche. t'intéressait pas de savoir comment Anakin est devenu Darth Vader? Pas tant, non, je le devinais. Tu sais. Ouais. Et puis 3 films, tu sais, pour expliquer ça, je suis comme. Je sais pas. Mais ce qui Ben, m'intéresse 3 encore films, moins, t'es c'est. généreux avec 3 films parce que Clone Wars est là-dedans, puis 10 000 autres affaires aussi. Là. Ouais. Fait que Puis- finalement, il y en a du prequel à Mhm. comment il est devenu Darth Vader. Mhm. Il y en a vraiment beaucoup. Mais tu sais, même Rogue One, Ouais. tu sais, ou Solo. Tu sais. La Solo- franchise Star Wars Solo- sont forts sur. Solo, c'est vraiment l'épitome du prequel pour être un prequel. Ouais. On va tout expliquer, tout ce que vous savez sur ce personnage-là. Vous allez tout savoir d'où vient tout. Il n'y a plus de mystère. Il y a ça aussi, le prequel a comme pour mission d'éradiquer les mystères, qui est assez con, merci. Là. Ouais. je m'excuse pour le franc-parler, mais c'est une idée de tapochon de briser Wow, tous wow, les con ça mystères. passait, le mais tapochon. Tapochon, là. non? Hein? OK. mais oui, c'est ça, de briser tous les mystères puis de tout résoudre tout, Ouais, absolument. dans tout. On dirait que c'est comme un wet dream de complétionniste, mais c'est pas bon pour la narrativité du tout, puis ça enlève beaucoup de facteurs émotifs. C'est surtout un véhicule pour le fanservice. Ouais. Fait que pour des franchises où tu as beaucoup de fans, Ouais, puis tu as beaucoup de absolument. fanservice à faire, ça va se passer vraiment beaucoup. Là. Tu sais, mais je vois mal un prequel à. À quelque chose qui a pas de fans. Tu sais, non, mais quelque chose qui est pas rempli de bébelles puis de personnages tu sais. C'est surtout. C'est peut-être pour ça que ça vient pas me chercher. Tu sais. Faudrait que je sois vraiment fan de quelque chose, tellement fan que tu peux juste apprécier le fait que tu replonges dans un univers, mais dans le passé. Mais pour moi, c'est jamais suffisant. Là. Ouais. Tu sais, oui, la démiurgie, c'est un aspect là, d'aller au cinéma, mais c'est pas. Il me semble que moi, je vais au cinéma en premier pour une histoire. Tu sais. Ben oui. Fait que si après ça, absolument. tu me racontes une histoire, mais je sais déjà que ça va mener à l'autre film que je connais, ben ça m'intéresse moins. Bref. Puis toute cette conversation-là s'applique pas au sequel. Parce que c'est le fun, on continue. Tu sais. Mhm. On continue, on s'en va ailleurs. Puis si un sequel est bien fait, si une suite est bien faite, ou juste, mettons, une trilogie suite qui se passe des années plus tard ou quelque chose de même, Mhm. si c'est bien fait, on est rendu ailleurs, puis les choses ont évolué, puis on peut attaquer des nouveaux thèmes, puis on sait pas où ça va finir, fait qu'il y a encore un grand point d'interrogation qui est où la fin de cette histoire-là, je le sais pas. Avec un prequel, tu le sais d'emblée, tu sais que la fin, c'est le début de l'autre. Là, on brûle du beau temps d'épisodes, là, mais ça vient me faire flasher que je dois avouer que, mettons, pour A Quiet Place, Ouais, le 3e film a été annoncé, puis ça va être un prequel. C'est comme le jour 1, là, tu sais, quand ouais, la proverbiale marde a frappé le Ok. ventilateur. Là. OK.
Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les 2 films. T'sais. Mais on l'a vu dans 10 000 films de zombies. Là. Ouais, Puis mais... films d'invasion extraterrestre. Je comprends. Fait que oui, mais je suis d'accord avec toi. Dans ce contexte-là, c'est quand même... Le jour 1 est quand même très pertinent. Moi, j'aimais que Quiet Place, on soit pas dans le jour 1. T'as raison. J'aimais ce concept-là de on est déjà dans un... Tu sais, un film d'apocalypse, c'est pas la même chose qu'un film post-apocalypse. Uh-huh. C'est 2 mondes différents. Puis là, c'est le fun. Je savais pas. Là. C'est-tu John Krasinski qui l'écrit et qui réalise Oh, aussi? je sais pas. Ok. Faudrait à rechercher. Parce puis, que ça aussi, s'ils veulent suivre les mêmes personnages, est-ce que c'est donc que lui est... Oh, spoiler alert pour Quiet Place, mais son personnage meurt dans le premier. il est pas qu'il dans est le encore film, là. je pense. Non, Ou s'il est là, il va faire un caméo, mais j'ai vu dans la bande-annonce... Est-ce qu'il y a Emily Blunt? Non plus. OK, fait que c'est d'autres On mondes. suit d'autres personnages au jour de l'invasion. Là. OK. Ouais. J'ai vu la bande-annonce il y a plusieurs mois, fait que je peux pas vraiment t'en dire plus. Bon. On reviendra là-dessus. OK. Quiet Place, en passant, c'est un bon film. Ouais? Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé ça. OK. Bon, ben ça, on... Ah, on s'entend, c'est quelque chose. C'est peut-être le début de notre relation romantique. Là. Ben, tu te rappelles comment on s'aime pas hors micro? Non, c'est ça. Fait que là, peut-être en ondes, on commence à développer une petite les flamèches. complicité. Puis, ouais. Ouais. OK, cool. Fait qu'on se garoche sur Langtime Chat si on veut les derniers potins dans le monde des linguistes, Oui, le monde... idéolinguistes. Écoute, dans tous les microcosmes puis les petites communautés, il y a ce gossip. Je trouve ça fou que le gossip, on le connaît, là, le gossip hollywoodien, on l'entend partout. Pis tout, mais il y a du gossip dans la petite communauté internationale des gens qui inventent des langues. Ouais. OK. Si je te dis lithium. Je te dirais que on a une intro à faire. Ouais. Veux-tu nous faire ça? Oui, si tu viens de Puis te on va joindre à nous. partir sur le lithium après. C'est ça. Si tu viens de te joindre à nous, on est sur les ondes de choc.ca. T'écoutes en train d'écouter en ce moment Comme du monde, le meilleur podcast sur les déolangaisons. Non, sur la démiurgie. Et vous êtes avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Yes. Depuis maintenant 23 minutes. Ouais. Je pense que c'est notre varia, notre entrée de jeu la plus longue à date. Oui, mais c'était tellement intéressant. Oui, mais non, mais je veux juste souligner, on a fait quelque chose d'intéressant, d'important. Ouais. 23 minutes, c'est quand même quelque chose. On a-tu un trophée, nous autres? Non. OK. On parle de quoi aujourd'hui? Un autre sujet passionnant? De chimie et d'alchimie. Mm. Dans le fond, dans notre univers, dans notre monde secondaire, c'est quoi la place que viennent prendre les interactions entre les matériaux, les gaz, les liquides, ces choses-là? Je pense qu'il y a beaucoup de matière à créer à ce niveau-là, mais peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite. Fait que, mettons, si tu me permets de partir un peu de balle, combien de mondes, puis d'univers, puis de franchises que tu connais qui ont inventé des matériaux? Il y a à peu près tout ce qui est science-fiction, fantasy ou un peu fantastique, il y a tout le temps de quoi? Plaxmol. Ah, le Plaxmol, la poussière de fée de Peter Pan. Ah ouais. Non, mais plus comme dans les trucs classiques, il y a tout le temps, puis je pense que je peux peut-être rentrer avec ça, mais il y a tout le temps un maudit métal super fort. Il y a tout le temps ça. Partout. Le vibranium de Marvel. Ah oui, je peux t'en nommer. Ben, tu peux en nommer. Vas-y, nomme-moi-en 5 métaux super forts. Il y a tout le temps ça. Je peux pas t'en nommer 5. Nomme-moi-en 5. J'ai nommé lui de Marvel, des métaux vraiment forts. OK, lui de Marvel. Maintenant, lui dans Seigneur des Anneaux. Attends, j'ai celui de Game of Thrones, c'est le Dragon Glass. OK, ouais, Dragon Glass, c'est de l'obsidienne. Puis c'est pas un métal super fort, mais dans Game of Thrones, il y a une forme d'acier. Ah oui, comme le Valyrian Steel, qui est comme un peu de l'acier de Damas. Dans notre vrai monde, ça peut exister. Mais il n'y a pas un pouvoir particulier contre les genres de zombies de glace, là? Ou... Ah oui, l'obsidienne a ça. OK. Oui, effectivement. Mais non, les métaux super forts, c'est le mithril dans Seigneur des Anneaux. Le mithril, ben oui. Mais c'est le vibranium, mais aussi comme l'adamantium. L'adamantine, c'est comme dans plein d'affaires, dans D&D, mais aussi comme dans plein de mythes. Dans Star Trek, il y a du duranium. C'est avec ça qu'ils font les coques des bateaux. Pas des bateaux, des
des vaisseaux spatiaux pour qu'ils soient hyper résistants. Dans Ouais. Dragon Ball, il y a du Kachin qui est comme... Il y a une épée faite en ça, puis elle est plus forte que toute. Puis il y a plein de matériaux comme ça, que c'est tout le temps la particularité numéro 1, c'est le métal le plus fort. C'est indestructible. Indestructible. Puis si on cogne 2 armes faites avec ça ensemble, ça fait une onde de choc qui balaie tous les bâtiments. Ça t'est déjà arrivé? Non, mais tu sais, on imagine là, que... Ouais. Ben, ils le font, en fait, dans Avengers. Là, quand le marteau de Thor frappe le vibranium, ça fait comme un... Ouais. Oui. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est comme un point de départ pour parler de chimie. C'est qu'en fait, chimie, tout de suite, j'imagine des Erlenmeyer, des Bécher, puis de la fumée, puis de l'azote liquide. Mhm. Mais... tu sais, la métallurgie, les métaux, puis tout. Puis, dans le fond, c'est quoi? De quoi on peut parler aujourd'hui? C'est tous ces matériaux. Puis oui, Substances. il va y avoir des liquides, des gaz, puis des choses qu'on associe plus facilement à la chimie. Mais la chimie, c'est juste l'appareillage des... Excuse-moi. C'est de la façon que les différents éléments interagissent ensemble. Ouais. Donc... Ouais, la métallurgie, c'est totalement de la chimie. Là. Ouais, c'est une sous-branche. Puis la biochimie, c'en est une autre, mettons. Mais si on veut parler de chimie, pour moi, on peut partir du tableau périodique puis se poser la question, est-ce que j'invente un univers avec des nouvelles lois de la physique, de nouvelles lois de la physique quantique puis des nouveaux atomes? Il n'y a pas grand monde qui va aller là. Je pense que c'est très difficile d'aller là. Ouais, parce qu'il faut connaître, faut avoir des solides bases en chimie avant d'aller là. T'sais. Ouais. Mais même de dire, je vais enlever un élément. Ouais. C'est comme, wow. Là. Je pense qu'enlever un élément, opérer par soustraction peut-être demande moins d'efforts. Ouais, mettons que tu enlèves le carbone, genre. Ben là, c'est ça l'affaire. Ça dépend quel élément tu choisis. Ouais. Si tu enlèves l'actinium, je pense que personne va s'en rendre compte. Non, okay, je comprends. Puis même que tu n'as pas besoin de le nommer dans ton roman ou dans fais-moi ton un jeu de pitch rôle. là, pour ton monde. Ben, c'est un monde identique au nôtre, mais il n'y a pas d'actinium. C'est tellement... Wow. C'est tellement... with a twist. Ouais. C'est notre monde, mais with a twist. Mais non, c'est ça. Si t'enlèves le carbone, ça, c'est un gros move. Puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Parce que le carbone, dans le fond, en chimie, c'est l'élément le plus versatile. T'sais. Dans le fond, l'hydrogène, c'est l'élément le plus important. Il faut que ça parte de quelque part, mais... le carbone étant en plein milieu du tableau périodique de son étage, de sa couche, comment ça s'appelle? Des coquilles électroniques. Fait que dans le fond, il y a une première coquille électronique avec 2 électrons qui peuvent rentrer dessus, qui forment l'hydrogène puis l'hélium pour ces électrons. Mais après ça, dès que tu arrives plus gros, puis tout à l'heure, tu m'as dit, parlons lithium. Ben, le 3e élément, c'est le lithium. Mm-hmm. Ben, dès que tu arrives là, tu es sur la 2e couche électronique qui est encore très, très proche puis très, très liée fortement avec le noyau. Mais cette 2e couche-là, elle permet beaucoup plus de particularités à ces éléments-là. Fait que l'hydrogène est très réactif, l'hélium, les zéros. Mais dès que tu tombes dans la 2e couche, là, il commence à avoir des réactivités différentes, un peu plus sophistiquées. Mm-hmm. Et donc, le lithium est encore très réactif. Puis j'ai goût de dire le néon, je ne l'ai même pas devant moi, là, en tout cas. Mais le néon n'est pas réactif, c'est un gaz neutre. Mais tout ce qui est entre, c'est ça les building blocks du monde qu'on connaît. Fait que le carbone est exactement en plein milieu de cette 2e couche-là. Puis donc, ça fait qu'il peut se lier avec n'importe quel autre. Puis il peut se lier avec bien d'autres affaires. Fait que là, on est en train de comprendre pourquoi on veut pas se lancer dans un... Je vais tout remettre en question, la physique puis la chimie de mon univers. Ben parce qu'il faut que tu viennes dans le modèle atomique puis que tu prennes des décisions. Fait que, tu sais, tu pourrais dire, dans mon monde, tout n'est pas basé sur le carbone. Fait que là, ça, c'est l'option... Je pense qu'on en a déjà parlé un peu, mais c'est basé sur c'est basé sur le silicium, parce que c'est celui qui est vis-à-vis le carbone, mais sur la coquille électronique un peu plus haute. Et le seul problème avec ça, c'est que la raison pour laquelle le carbone est number 1, c'est que c'est l'atome, c'est l'élément qui est le plus près du noyau, tout en étant tétravalent. Tétravalent étant... qu'il y a 4 électrons sur sa coquille, puis il y a 4 électrons qu'il n'y a pas, puis il veut les combler avec d'autres amis, avec de l'oxygène, l'hydrogène, puis d'autres affaires. Fait que
le silicium est hydravalant aussi. Fait que le silicium peut faire tous les jobs que le carbone peut faire, sauf qu'il y a d'autres petites particularités. Il réagit beaucoup à l'eau. C'est pour ça qu'on dit que si tu fais un univers, si tu penses à une planète extraterrestre qui fonctionne par le silicium, il ne pourra pas avoir d'eau parce que tout va exploser. Fait que le solvant ne sera pas de l'eau, ça va être de l'acide sulfurique. OK. Parce que dans l'acide sulfurique, tout va bien. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est le fameux proverbe. Là. Ouais. Fait que là, t'as le carbone puis le silicium qui font la même job, sauf que le silicium est plus complexe, puis il est moins collé sur son noyau, fait qu'il est moins fort. Puis c'est pour ça que dans notre vie à nous, le carbone réussit tous ces jobs-là. Puis le carbone est la base de la vie, hein? L'ADN est fait en carbone, mais il est aussi la base de bien des affaires qui sont pas de la vie du tout. Puis dans le fond, c'est ça, c'est la brique de la planète Terre. Pas de l'univers au complet, mais de notre vie à nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on connaît. Fait que si tu veux changer ça, bonne chance. Ouais. Tu peux travailler autour, mais je pense que si tu fais ça, tu définis des lois là, de la chimie de ton monde, puis il va falloir que tu ailles... Soit que tu le glisses en dessous du tapis, puis tu t'en fous, puis tu fudges tout, puis tu te dis, mais regarde, il n'y a pas de carbone, tout fonctionne avec un élément magique, puis là, tu fais un peu magie. Mais si tu le fais de façon scientifique, c'est vraiment difficile, puis il faut que tu réinventes la roue. On est vraiment devant un cas de est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Là? Parce que moi, je pense à ça, puis je me pose des questions. Pourquoi on ferait des modifications dans le tableau périodique? Pourquoi? Ça sert quoi dans mon univers? Ça sert quoi dans mon histoire? C'est-tu... Je pense que vraiment, là, quand tu fais ça, la raison... Premièrement, la démiurgie peut. Si quelqu'un veut juste s'amuser avec les paramètres de l'univers, puis c'est ça, la forme d'art qu'il choisit. Toujours respectable, pas de problème. Entre adultes consentants. Entre adultes consentants. Mais si tu veux livrer une histoire, c'est que dans le fond, tu as comme peut-être un système de magie. Pas magie, hein. Arthur C. Clarke, là, la technologie, c'est de la magie. Mais... peut-être que tu fais ça, tu fais genre... c'est ton modèle d'explication de dans ton monde. Tout fonctionne par une forme de chimie bizarre. Puis c'est pour ça qu'il y a des trucs complètement wild, puis whack, puis des couleurs qui se peuvent pas. Puis ça peut être... c'est peut-être la source de ton explication. Mais il va falloir que tu fudges quelque part, puis que tu inventes sur le fly, ou il va falloir que tu sois un grand chimiste. C'est ça, ouais. Tu sais, c'est comme les deux choix, c'est ça, parce que t'as pas le choix de fudger parce que c'est vraiment des règles strictes de notre existence. C'est très, très strict. Fait que maintenant, tu dis, dans mon monde, les couches électroniques sont pas maximum 8, comme dans le monde. Là, tu dis, c'est maximum 10. Fait qu'il y a des éléments entre. Fait que là, tu prends, mettons, c'est un exercice de style un peu, là, d'émiurgie, mais prends le tableau périodique, puis rajoute 2 éléments, 2 nouvelles colonnes en plein milieu. Puis c'est ces colonnes-là qui sont tes building blocks. Puis là, tu recrées tout ce que ça peut être, la chimie, puis il peut exister des matériaux vraiment fucked up avec toutes sortes de propriétés, puis tu les inventes toutes sur le fly. Ça peut être un exercice le fun. Mais ces propriétés-là que tu inventes, ils relèvent de la magie, là, tu sais, je dirais. Ouais, c'est ça. Fait que ça devient juste l'excuse pour ta magie. Okay, ouais. Mais ça te donne un cadre dans lequel travailler. Tu dis, je regarde mon tableau périodique, je dis, on obéit aux mêmes lois de la physique, mais pas aux mêmes lois de la physique quantique puis subatomique, parce qu'il y a 2 électrons de plus. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai 1, 2, 3, 5... j'ai 6 couches. Fait que j'ai 12 éléments que je vais inventer. Là-dedans, il va y avoir le métal le plus fort. Il va y avoir un gaz qui a des effets hallucinogènes vraiment fucked up. Il va y avoir, tu sais, le liquide qui te permet de voir l'avenir de Dune. Comment tu l'expliques? C'est carrément un liquide qui existe à température pièce, puis que tu peux trouver sous sa forme pure dans une montagne. Puis, ça, c'est un élément que j'ai inventé dans mon monde. Fait que tu peux aller là. C'est beaucoup de travail. Ça peut être le fun, mais ça te donne comme un endroit où travailler, une espèce de cadre de travail, là. Dans notre liste de métaux super puissants qu'on a fait tantôt, l'entièreté de ça n'est pas expliquée. On ne voit jamais comment ils font le mithril. Absolument pas. C'est juste, on le trouve dans les oui. Puis là, dans les mines. Les elfes font le secret derrière la... Bon, okay. Tu peux toujours arriver de ce point de départ-là aussi, dire genre, ça, c'est un métal inventé par les dieux. Ouais. C'est tout. Mais si tu veux rester un peu plus proche de la science,
mettons, en ce moment, on connaît les éléments jusqu'à 118. Le l'oganesson, c'est le dernier qu'on connaît, puis on connaît pas vraiment ses propriétés. Puis genre, les 10 derniers, à partir du 109 jusqu'à 118, on connaît pas leurs propriétés. On les a recréés en laboratoire rapidement. Mais passé ça, on sait pas non plus si les éléments sont stables ou radioactifs, parce que c'est hypothétisé qu'il y a peut-être une île de stabilité vraiment plus loin dans le tableau périodique. Fait que genre, un élément qui a 132 serait hyper stable puis peut survivre. Fait que tu sais, si tu veux jouer à ce jeu-là, tu peux juste pousser plus loin puis dire, moi, dans mon monde, cet élément-là existe. Il s'appelle le vibranium. Mhm. C'est un métal super résistant parce qu'il est plus gros que tous les autres. Puis oui, il n'est pas radioactif, puis il est pas super instable, puis il survit plus qu'une milliseconde. C'est un vrai élément qu'on peut trouver quelque part à terre, dans des mines, puis tout. Fait que c'est juste de donner une excuse. Ça, c'est plate. Je trouve que c'est l'aspect un peu plate parce que les métaux, tu peux en parler comme étant un objet. Mais c'est quand tu commences à parler des réactions entre les gaz, puis de... Fait que, mettons, t'as une créature... Là, je t'amènerais peut-être dans Annihilation, genre. OK. Tu sais, il y a une créature incompréhensible là, formée qui reproduit des... Puis là, tu te dis, mais ça, c'est de la chimie organique, c'est de la biochimie, mais qui est faite différemment. Là, je peux travailler aussi avec mon élément magique que j'ai inventé, j'ai rajouté des électrons, puis tout, là, ou l'élément qui est à la fin du tableau, puis qu'on ne connaît pas encore, puis dire que c'est pas un métal, c'est un élément carbone-ish, là, ou c'est des éléments super réactifs, comme du fluor, ou du... Puis tu travailles avec ces substances-là, fait que, tu sais, il n'y a rien qui peut détruire ça. C'est mettons, les dieux, rien ne peut les tuer, sauf cet acide. Tu comprends? Et là, tu joues dans... je sais pas si tu te souviens du film Évolution avec David Duchovny. Ah, non. Ah, man. Évolution? Ouais, c'est une météorite qui tombe sur Terre. OK. Puis elle crée un genre de comment je dirais ça, un genre de microcosme au point d'impact là, où il y a des organismes vivants qui sont au départ très simples, genre unicellulaires, puis ils évoluent vraiment vite parce que, en comparaison avec leur monde d'origine, la Terre est comme trop riche. Ah ouais? Puis là, l'évolution se passe super vite, puis là, finalement, ils se retrouvent à être un peu comme des Ghostbusters, mais contre des extraterrestres qui évoluent vraiment vite. OK. Puis ils sont pas capables de les battre jamais, puis à un moment donné, il y a comme... Je pense que c'est des profs à l'université, David Duchovny, puis son sidekick dans le film, je me rappelle plus. OK. Ils sont 2 à travailler, mais c'est loin dans ma tête. Là. Puis là, ils recrutent des élèves pour les aider. Puis ils se rendent compte que dans le Head and Shoulders, il y a un élément. Attends, dans le Head and Shoulders, ouais. le shampoing, là. C'est une comédie. Oui. Dans le shampoing, ils cherchent justement, genre, je pense que c'est le silicium qu'ils cherchent. OK. Parce que ça va réussir à comme juste détruire les extraterrestres. Fait que là, ils vont au centre d'achat puis ils prennent tout le Head and Shoulders qu'ils peuvent, parce qu'ils veulent, dans le fond, bombarder les... Je vais juste interrompre parce que son sidekick, ça serait-tu Stifler, par hasard? Non. Parce que Sean William Scott est dans la distribution. Ah oui, OK, c'est probablement un de ses étudiants. OK. T'es sur IMDb? Ouais, non? là, je vois Julianne Moore, elle joue là-dedans. OK. Orlando Jones, Pat Kilbane, Ethan Suplee, beaucoup d'acteurs que je connais pas. C'est Orlando Jones. Ouais? Oui. Okay. C'est sont 2 professeurs à l'université, si ma mémoire est bonne. Puis les autres, Stifler, puis Sean William Scott, c'est un étudiant. Là. Je pense que c'est lui et son ami qui découvrent que... Le Head and Shoulders. Ils ont vraiment des beaux cheveux. Fait que là, à un moment donné, ils cherchent le silicium, c'est 2 demeurés, puis ils font « Ah, mais du silicium, il y en a dans le Head and Shoulders. » Tu vois, Head and Shoulders? Head and Shoulders. Comme la toune, genre tête, épaules, genoux, orteils. Oui. Head and Shoulders, knees and toes. Mais OK, mais tu vois, ça, c'est là qu'on peut aller avec la chimie. Ouais. Ça a l'air de rien, mais c'est une comédie de science-fiction qui joue avec la chimie, tu sais. Ouais, ben... De la même façon que dans Ernest et la chasse aux trolls. Oui, le lait et les trolls. Non, mais tu sais, c'est ça, hein. Pourquoi j'ai pas pensé à ça en préparation de l'épisode? Je sais pas. J'y pense là parce que tu parles de Head and Shoulders, puis je trouve que c'est aussi anodin, mais c'est de jouer avec cette compréhension-là qu'on a de un matériau peut avoir une réactivité avec un autre matériau. Puis si on joue nos cartes intelligemment, on peut, dans le cadre de notre narrativité, mettre ça à profit, même dans l'humour, en mettant un produit complètement niaiseux comme étant la source de la résolution de l'énigme, Totalement. de l'intrigue. Puis, ça m'amène aussi à un point de réflexion, c'est si ton monde, si le focus de ton univers ou de ta narration, de ton histoire,
c'est des personnages qui sont eux-mêmes des scientifiques. Ça fait énormément de sens de travailler cet aspect-là de ton univers. Tu sais. Ouais. Hey, dans Star Trek, il y a tout le temps du techno-babble. Là, ils parlent de... Puis toutes ces technologies-là sont pas importantes à bien des affaires, mais sont importantes pour le personnage en train d'en parler. Tu sais. Ghostbusters, le Harold Ramis, parle tout le temps de science. Puis les autres, ils font comme, on s'en fout, on veut juste... Bill Murray aussi, c'est un scientifique, mais lui, son attitude n'est pas axée là-dessus. Fait que, tu sais, ça va dans les conversations, puis tu peux... Là, les deux exemples que je viens de donner sont comme Star Trek, tu sais, sont pas du même calibre. Parce que Star Trek, il y a un effort pour essayer de recréer de la vraie science, puis parfois est comme un peu n'importe quoi. Mais Ghostbusters, c'est all-in n'importe quoi quand il parle. Ouais. Puis... Ça a été écrit par Dan Aykroyd. Fait que, tu sais, ça n'a pas été écrit par un scientifique. Puis quand on est dans un contexte de comédie, je pense qu'on peut se permettre plusieurs choses. Mais, tu sais, en même temps, comme tu disais tantôt, il y a bien des affaires qu'on glisse sous le tapis. Moi, j'aime bien l'aspect que l'alchimie nous amène. Ouais, l'alchimie peut faire ça, c'est vrai. Mais parce que si tu prends, tu veux créer justement, on va revenir à notre métal indestructible, ça peut être un long processus, tu sais. Parce que l'alchimie, c'est presque spirituel. Là. C'est comme la répétition de la même opération. Tu sais, c'est un alchimiste dans son laboratoire qui chauffe longtemps sa matière. Va après ça la refroidir d'une certaine façon, puis après ça va recréer le même processus des centaines, des milliers de fois. Puis là, à un moment donné, il va atteindre un niveau de pureté qui n'est pas atteint avant. Puis, c'est comme de voir un peu une magie dans le travail bien fait, dans l'exactitude, dans la recherche de la perfection, exactement. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pour les alchimistes, c'était la recherche du le grand œuvre, là, tu sais, la pierre philosophale. Fait que ça passait par être capable d'exercer la transmutation. Fait que de transformer la matière en autre chose. Chose que maintenant, la science est tout à fait capable de faire. Là. Ça se fait. Là, mais eux, avec les outils qu'ils avaient à une autre époque, ben, ça relevait presque de l'ésotérisme, là, de dire je vais transformer le plomb en or. OK, go, je le fais. Puis là, dans un petit creuset, puis... Ce qui est drôle, c'est que cette même pratique-là d'alchimie, c'était aussi la chimie. Tu sais. Ben, totalement. Dans le sens où la même personne qui essayait de transmuter le plomb en or réussissait vraiment à distiller de l'alcool. Ouais. Tu sais, c'est cette même personne-là avec le même matériel, c'est juste qu'à l'époque, il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait vraiment faire, puis étaient où les limites du possible. Fait que ça permettait cette ouverture d'esprit-là qu'aujourd'hui, ben, la méthode scientifique nous a appris que ça ne sert à rien d'essayer de transmuter le plomb en or. Tu n'y arriveras pas. Fait que je connais pas un seul distilleur qui s'essayerait. T'sais. Mais ça, c'est pas intéressant pour la démiurgie. T'sais, ce qui est intéressant, c'est l'aspect rêveur de l'alchimiste. C'est ça, ce personnage-là, il est super intéressant, puis toute sa structure sociale. L'alchimiste, c'est pas juste un inventeur wacko dans une shed. L'alchimiste fait partie de l'ordre des alchimistes dans ton monde. Puis eux autres, ils ont un système de fonctionnement puis de croyances, puis ils arrivent à faire des trucs whack, mais ils savent pas comment. T'sais. Ben, ou ils savent complètement comment, mais ça relève du secret. T'sais. C'est un secret bien gardé. Ouais. Tu veux faire du vibranium, ben lui, il sait comment faire. Ah ouais, c'est qui lui? Ah ben là, on l'appelle de même, mais il y avait un autre nom avant, puis peut-être qu'il y a 800 ans, ce gars-là, puis on ne sait pas pourquoi il vit 800 ans. Il y a comme un aura autour de l'alchimiste. Qui peut avoir un aspect de charlatanisme, conspirationnisme autour de ça aussi, où quand tu arrives au moment où tu devrais apprendre, le grand maître alchimiste te dit ouais, le plomb en or là, qu'on fait depuis toujours, là, puis que personne, on n'a jamais divulgué le secret. Là. Le secret, c'est que j'ai un stage d'or, puis là, je mets mon plomb là, je sors l'or de là. Puis là, après ça, je le montre, puis les gens ils font comme tu l'as transformé. Ouais. Fait que tu sais, c'est peut-être ça que t'as going on dans ton monde, puis il n'existe pas une telle chose que la magie. Il existe juste la magie à la David Copperfield. La magie de lapin dans le chapeau est là, mais... Ben moi, dans le texte que je te livre aujourd'hui, j'essaie d'aller chercher ça un petit peu,
la mission de l'alchimiste, là, tu sais, la recherche de l'immortalité, la recherche du grandiose par la pseudo-science. Ça a toujours été comme le projet numéro 1 de l'alchimie, l'immortalité. Tu sais, la pierre philosophale, puis des trucs comme ça. Ben, tu sais, souvent, on pense que la pierre philosophale, ça transforme en or. Mais en fait, la vraie idée derrière la transmutation, c'est l'atteinte de l'immortalité. Puis, tu sais, tantôt, je m'en venais, puis on parlait de... T'es devenu immortel? Non, non, ça serait... Ouais. OK, wow. Voir que tu me l'annoncerais... Je m'en venais en charge, je suis devenu immortel. 46 minutes in, tu me l'aurais raconté Moi, je te l'aurais raconté tantôt. J'aurais dit, gars, essaye de... Ouais. Pourquoi on aurait parlé du Poudza, tu sais? Non, je t'aurais dit, je suis immortel, puis le secret, c'est de se promener en char. OK. Ouais. Non, c'est quoi qui t'est arrivé pour vrai quand t'étais en char? Ah, ben, on parlait à la radio, il parlait de Jeff Bezos, puis ses recherches qu'il finance pour atteindre l'immortalité, tu sais. Fait que, oui, là, je comprends l'idée de comme snobber un peu l'alchimie, puis le grand œuvre, puis la pierre philosophale, puis tout ça, mais c'est quand même une obsession. Ah, c'est le projet numéro 1 de l'humanité depuis longtemps. Voilà. Parce que, regarde, aujourd'hui, notre longévité est 30 ans de plus que v'là 30 ans. Tu ris parce que? Parce qu'à chaque 30 ans, notre longévité augmente de 30 ça va tout être 30. Oh, oui, c'est un chiffre super stable que j'ai donné. Vous pouvez vous y fier. Est-ce qu'on écoute ton texte? Ben oui. OK, allons-là. Notre espèce entretient son obsession pour la mort. Même à leurs premiers pas, en s'extirpant de leur soupe primordiale marécageuse, mes ancêtres cultivèrent une certaine prédisposition, un engouement marqué pour le trépas. Plus qu'une simple toquade, leur appétit pour le décès se poursuivit bien au-delà des premières migrations, et dans certains cas, littéralement. Les Terectèques, face à une disette historique, recoururent effectivement au cannibalisme funéraire avant de développer des techniques d'excarnation extrêmement sophistiquées. Nous conservons de ce peuple insulaire plusieurs rites, et c'est d'eux que nous vient le fameux Seter Aderlek, le vin des morts. À l'autre extrémité du continent, chez les Todertèques, la fascination pour le morbide passait plutôt par la mémoire. Les parois des immenses galeries que ce peuple sédentaire partageait avec son bétail sont recouvertes de fresques décrivant les circonstances du décès de membres importants de leur communauté. Plus tard, ils troquèrent leurs pinceaux pour des ciseaux et érigèrent les plus imposants monuments de l'époque. Toujours en l'honneur des disparus. Puis, au bout de quelques siècles, développèrent le premier système d'écriture. Ils racontèrent ainsi de grandes épopées dans lesquelles leurs héros chevauchaient Ker Rajek Vek et Todelvek jusqu'au cœur du soleil en défiant la mort elle-même. Ce sont finalement les Ferexetektek, desquels nous descendons directement, qui surmontèrent cette fascination et entreprirent de vaincre totalement l'entropie. Surnommés les nécromanciens du désert par les autres tribus, nos ancêtres découvrirent comment utiliser le sel du Vikshem de manière à ralentir le vieillissement. Puis, quelque temps plus tard, comment le raffiner et l'administrer de façon à provoquer une cryptobiose. Propre à notre espèce, cette mort temporaire, cette osmobiose, permit aux Vikshemiens d'étirer leur vie sur plusieurs centaines de révolutions au prix de longues périodes de dormance. On appelait d'ailleurs dormeurs ces véritables encyclopédies vivantes qu'échangèrent entre eux les différents groupes ethniques établis à proximité du désert. Les alchimistes des galeries concoctèrent un solvant unique, ayant pour utilité de réveiller les dormeurs pour une courte durée, soit pour les consulter, soit pour stocker de nouvelles données. La plus célèbre de ces encyclopédies est sans aucun doute Kelet Meter Shater, une Vikshemienne dont on estime l'âge à environ 5000 révolutions, et qui se trouverait, au moment de l'écriture de ce texte, en orbite autour du trou noir primordial, fait d'éclairs. L'équilibre délicat engendré par le troc de sel, de solvant, de dormeurs et de vin des morts est à l'origine de la paix des alchimistes. Une relative harmonie qu'une soi-disant pénurie de solvants troubla, quelques centaines de révolutions plus tard. C'est durant cette accalmie que l'esprit scientifique de notre espèce s'affina. L'obsession que nous entretenions pour la mort se détourna graduellement vers une fascination pour la vie et comment la prolonger sans avoir recours à l'osmobiose.
Lorsque des percées dans le domaine de la manipulation génétique ouvrirent les portes à ce genre d'innovation, à une vie réellement éternelle, une majorité de dormeurs furent enfouis dans de gigantesques nécropoles souterraines. Ce n'est que lorsque les guerres tribales furent terminées que les édificiers se heurtèrent à une problématique colossale. Le cerveau et l'ensemble des mécanismes neurocognitifs ne s'adaptèrent jamais à l'immortalité. Avec le temps, plusieurs maladies dégénératives apparurent sournoisement et l'état psychotique dans lequel certains chefs tribaux se trouvèrent commença à inquiéter. Le Conseil des Anciens fut fondé et, ironiquement, les dirigeants les plus affectés furent purgés. On déterra hâtivement une poignée de dormeurs afin de redécouvrir l'osmobiose, dans l'espoir de ralentir la corruption. Mais cela ne fit que retarder l'inévitable. Finalement, les édificiers, confrontés aux démons intérieurs de l'immortalité, firent face à 2 choix. L'exil vers le Vikshem ou l'autodestruction. Réponse de la dormeuse Gelek Fetek Shatter à une question inconnue. Yes! On est en plein avec les édificiers, puis tout le détail de leur science-magie. OK. T'as-tu vu, j'ai écrit gros mon texte? Oui. Pas que ça paraisse que j'avais moins de mots. Ah oui, c'est ça. Écoute, il y a beaucoup d'idées en langaison. Je vais mettre ça de côté. Ouais, même je vais mettre ça de côté. On en reparlera. OK, ouais, c'est bon. Fait qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour les beaux mots imprononçables. Mais tous les concepts que tu apportes là-dedans, là, il y a beaucoup de nouveaux stocks. Là. Ben, j'ai l'impression que c'est un infodump. Là. Genre, j'ai juste comme, OK, qu'est-ce que je veux inventer? Ou plutôt, qu'est-ce que cette recherche de l'immortalité-là va m'inspirer? Uh-huh. Puis par quel moyen on l'atteint, tu sais? Oui, parce que j'entends ici que les édificiers ont toujours travaillé à chercher l'immortalité. Oui, bravo. Et puis, ils ont eu plusieurs solutions à travers les siècles qui n'ont pas toutes marché au même niveau. C'est ça. Est-ce que tu veux peut-être nous faire un survol rapide de ces solutions-là? Parce que moi, ce que je vois ici, c'est le vin des morts. Mm-hmm. Puis après ça, la crypto... là, je cherche mes mots. Là. La cryptobiose. La cryptobiose. Puis là, à la fin, on a plein de problèmes avec la cryptobiose et puis il va y avoir autre chose. Oui, en fait, c'est que j'avais déjà établi auparavant que c'est par des manipulations génétiques que les éditions réussissent à arrêter le vieillissement. Mm-hmm. Je trouvais que, tu sais, on parlait dans notre épisode de magie, que la magie devrait venir avec un coup. Tu sais, tu peux pas juste comme... Et voilà, on est immortel, puis c'est réglé. Narrativement, c'est poche, tu sais, de juste, bon, mais eux sont immortels, puis ça leur pose aucun problème. C'est quoi le terme technique? Poche? Poche. C'est poche. Ouais. Ouais, fait que je me disais, oui, vivre pour toujours, mais quel impact ça peut avoir sur ta façon de réfléchir, sur comment tu absorbes, comment tu retiens l'information. C'est quoi ta capacité de rétention quand ça fait 1000, 2000, 3000 ans que ton cerveau fonctionne, tu sais. Mm-hmm. Oui, ton corps ne vieillit pas, mais... Fait que je me suis dit que ce serait intéressant de les voir sombrer dans la folie, tu sais. Oui, puis à force de tout faire pour cette recherche de l'immortalité-là, ils ont... Là, on voit comme... Tu sais, oui, peut-être qu'ils ont réussi avec la manipulation génétique un jour à y arriver comme il faut, mais là, il y a tout un paquet d'essais-erreurs qui ont beaucoup de pertes humaines là-dedans, c'est un chemin de croix, là. Ouais, exact. Ouais, puis en même temps, ça m'a permis un petit peu de me préparer pour dans 2 épisodes où on va faire comme un plongeon. Moi, je me rappelle plus comment t'appelles ça. Un plongeon profond. Un plongeon profond. Sur la civilisation édificiaire. Fait que je me suis dit, bon, je vais commencer tout de suite à me donner des idées pour ça. Fait que, ouais, au début, je propose que qu'il y ait comme une tribu. Là, j'ai choisi le mot tribu, mais une section, un groupe de proto-édificiers qui ont migré vers des îles. Puis eux ont vécu à travers ce trajet-là une famine. Et ils n'ont pas eu le choix de recourir au cannibalisme. Ouais. Mais ça restait un cannibalisme funéraire, c'est-à-dire que
on tuait pas des membres de notre communauté pour les manger, mais on les mangeait quand ils mouraient. Mhm. Bon. Est-ce que c'est une pratique que... C'est parce que l'expression cannibalisme funéraire, je la comprends instinctivement, j'ai jamais entendu. Est-ce que c'est une pratique qui existe? J'imagine. OK. J'ai pas... C'est pas une réponse... j'imagine que si Non, mais t'as pas, mettons, recherché non, j'ai pas, des j'ai- occurrences de ça dans notre monde, dans des cas de famine ou quelque chose comme ça. non. Mais, Mais ça je suis va, pas mal ça va avec la certain. logique. Là, Ouais, on je suis pas s'en- mal certain que c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Ouais. Là. C'est juste qu'on n'en parle pas. je peux- C'est mal vu. Non, mais tu sais, le film Les Survivants, mettons. Ouais. là. Bon, fait qu'au début, ça se fait par survie, puis je pense qu'on relativise, on justifie ce qu'on a fait en le rendant comme une pratique rituelle ou religieuse, qui fait que, oui, c'est difficile tu sais, de manger ta grand-mère qui est décédée, mettons, mais étant donné que ça fait partie de notre façon de vivre notre spiritualité, étant donné que c'est Ouais, tout ça est codifié. ça assure la survie un petit peu Mhm. du clan ou de la tribu. Là. C'est pas savoureux, hein, la chair humaine. Ah non? Jamais goûté? Il paraît. Ah, OK. Il paraît que c'est pas savoureux. Puis là, j'ai pensé... ça, j'ai fait quelques petites recherches là-dessus sur l'excarnation, tu sais, sur l'action de retirer la chair des os, puis différentes façons que ça s'est fait. Puis là, je me suis dit, ça serait intéressant qu'eux sont capables de faire un genre de bouillade, là, tu sais, un concoction où on mélange le corps avec certains liquides. C'est comme une recette, puis c'est un rituel en même temps, puis ça nous donne le fameux vin des morts qui, je sais pas, dans ma tête, aurait la propriété de peut-être communier avec la personne décédée ou tu sais. Est-ce que le processus d'excarnation fait qu'on fait, on fait cette espèce de recette-là, puis on finit avec un vin, et c'est le vin qui est nourrissant, puis c'est tout? Ou est-ce que les gens mangent la chair, puis en plus, ils prennent les os, puis ils font le vin des morts avec les autres parties, mettons? Je pense que une personne qui détenait des savoirs, qui était influent dans sa communauté, va peut-être avoir le traitement d'excarnation puis de création du vin des morts pour qu'on puisse avoir le vin pour communier avec cette source de savoir-là. Mais le bedeau, le porteur d'eau... On le mange. Lui, on le mange. On le mange. Ouais. Je sais pas si tu vois un peu... Oui, non seulement je le vois, mais j'ai faim. Le vin des morts nous permet de voir des choses, de communiquer avec les... Fait que ça, c'est ton aspect... tu sais, on est frileux d'appeler ça chimie, mais comme c'est ton aspect... Tu as un matériau liquide, ça a un effet fort sur la personne quand elle consomme. Elle peut discuter avec les morts? Ouais, comme une genre d'ivresse. Puis en même temps, je joue sur la ligne, est-ce que c'est vrai, ou c'est un trip hallucinogène? Mais je pense que dans un monde fantastique, dans un monde qui sert de bac à sable pour jouer un jeu de rôle, c'est intéressant de dire que si tu es en train d'explorer un donjon ou des ruines oubliées, puis tu tombes sur une vieille bouteille, puis quand tu la bois, tu t'entres en communion avec genre quelqu'un qui a vécu il y a des milliers d'années. Je sais pas, je trouve ça cool. Ouais, c'est un spin sur ton calepin de Resident Evil. Là. Ouais, exact. C'est ça pareil, là. T'es dans un donjon puis tu découvres les dernières pensées du cadavre qui est là. Ah, peut-être même que ça t'amène à avoir une conversation avec cette personne-là. Puis cette personne-là, elle sait que dans 2 gorgées, elle cesse d'exister. Tu sais. C'est une façon d'être éternel, tu sais, pour une personne, d'être dans le vin des morts. Puis, fait que comment le cerveau, comment le psyché édifié gère ça, cette intrusion-là? Comment est-ce que ça devient une conversation? Est-ce que ça devient une séquence onirique? Est-ce que tu penses que cette personne-là qui est morte puis qui survit dans le vin des morts est au courant de ces 2 gorgées puis après ça, elle meurt? Ben, peut-être que quand elle a la chance de discuter avec la personne qui en a consommé, elle sait c'est quoi le vin des morts, tu sais. Elle comprend. Puis elle mais fait comme « Ah, man, t'es-tu sérieux? Je suis mort comment? » Puis tu sais, je sais ouais, mais pas. j'imagine qu'il peut y avoir toutes sortes de personnalités qui émergent de ça. Tu sais, le mort qui sait que dans 2 gorgées, elle meurt pour de bon, va peut-être
tout faire pour manipuler la personne pour qu'elle ne reboive plus jamais. Ou qu'elle amène la bouteille à la bonne personne. Ou qu'elle est juste dépressive, là. Ouais. Tu sais, genre comme fuck, puis incapable de répondre aux questions puis d'aider les players parce que genre, elle veut pas coopérer, parce que voir que je suis mort, c'est donc bien triste, c'est fini ma vie. Puis... Ouais, exactement. Fait que je pense que c'est fertile à l'aventure. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais après ça, le vin des morts, ça... Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, dans ton texte, plus loin, il y a la cryptobiose. Avant ça, il y a mon peuple qui est comme plus artistique. Ah oui, fait qu'eux vont, au départ, faire de l'art pariétal c'est par la mémoire qu'on honore les disparus. Fait que ça commence par l'art pariétal, ça devient après ça des monuments, et finalement, ça devient l'écriture d'épopées, puis de... Fait que, en même temps, ça me permet de placer dans mon monde un peu quand l'écriture apparaît. Puis pourquoi, tu sais? L'auteur ou la personne qui prend la parole dans ce texte-là émet l'idée que, dans le fond, la seule raison pour laquelle l'écriture est apparue, c'est pour honorer la mémoire, tu sais. Bon. Après ça, Est-ce que cette autrice-là, elle est biaisée? C'est la dormeuse. Elle, tout ce qu'elle aime, c'est honorer la mémoire. Ouais. On peut-tu se fier? Peut-être pas. Je sais pas, les encyclopédies dormeurs. Les dormeurs, ouais. C'est ça, la personne qui nous parle en ce moment, c'est une dormeuse. C'est une dormeuse, oui. Est-ce qu'elle a une personnalité ou est vraiment comme une encyclopédie? Je pense que le rôle sacré des dormeurs, c'est d'être un ordinateur, tu sais. Ouais. Fait que la personne qui devient dormeur ou dormeuse est au courant là, que c'est ça c'est ça, c'est une vocation, finalement. Ouais. Puis c'est une vie d'études, d'apprentissage, de travail de la mémoire. Puis après ça, c'est une vie je suis en stase. Là, Puis là, je me fais réveiller. Puis là, on me pose des questions. Puis on me bombarde d'informations pour les prochaines personnes qui vont me réveiller. Puis après ça, on me remet en stase. Puis après ça, je me réveille. Oups, il vient de s'écouler... Mais c'est un choix c'est un sacerdoce, là. La personne a choisi de faire ça. C'est comme, c'est comme devenir prêtre. Là, tu choisis de faire des gros sacrifices bizarres pour être utile à ta... Je le voyais plus comme Dalai Lama, genre. On choisit à l'enfance quelqu'un, puis... Cette personne-là est sélectionnée. Ouais. Wow, OK. Je sais pas, je suis dans le monde de Rule of Cool un peu. Là. Je trouvais ça cool de... Puis ils sont-tu dans un genre de... cercueil avec plein d'ornementation, puis le cercueil est rempli de sel du désert, puis tu sors comme une genre de momie asséchée. Puis là, tu as besoin du fameux solvant pour la réveiller, tu sais, puis là, elle est réveillée, mais ça fait tellement longtemps qu'elle dort qu'elle peut répondre à quelques questions, puis après ça, ça va te prendre d'autres solvants pour la ramener. T'sais. Ce solvant-là, il se trouve où? Comment on le fait? Je pense que j'ai pas trop élaboré comment on le fait, mais j'ai décidé que c'était le peuple d'artistes qui l'avait fait. OK. Il y a des indices sur l'origine de ce solvant-là, dans le sens où j'ai parlé que les parois des immenses galeries que ce peuple sédentaire partageait avec son bétail. Fait que c'est un peu mes édificiers éleveurs, là. Ils habitent dans des genres de termitières. Ce solvant-là est peut-être un byproduct de leur élevage. Totalement, oui. C'est comment ça s'appelle? J'oublie tout le temps le nom de ces créatures-là. Les Odelvec. Ah! Je m'en allais dire Odelvec, puis j'ai dit non, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça, niaiseux. Non, c'est exactement ça. OK, bravo. Bon. Puis, je l'ai quand même pas dit. Est-ce que c'est un genre de tu sais, j'avais parlé de gelée royale? Oui. Fait que peut-être, tu sais, on sait pas. D'ailleurs, s'ils font des peintures rupestres, c'est peut-être le solvant qu'ils utilisent pour leurs pigments. Yes. Puis on est comme tout et dans tout. Là. Yes. Ouais. Faut du solvant pour tout dans la vie. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Fait que oui, j'aurais pu continuer mon texte puis décrire comment c'est de eux que viennent la pigmentation, la peinture, la teinture des vêtements. Mais tu sais, j'étais dans mon idée d'obsession de la mort. Fait que c'est correct. Tu t'en parleras dans l'épisode où on va parler de peinture et teinture. Fait que ouais, ce sel-là, je suis conscient que c'est comme après écriture, puis que je le lis à haute voix, je me rends compte que ça fait un peu l'épice d'Arrakis, là, tu sais, c'est... Ouais. Mais ça fait longtemps que le Vichem, dans ma tête, c'est un désert de sel. C'est la conversation d'aujourd'hui. Hein. L'épice d'Arrakis, c'est encore une fois chimie et alchimie dans votre monde. Ouais. Mais tu sais,
il en faut, là. Absolument. Il y a ça dans toutes les franchises de science-fiction ou de fantasy. Puis souvent, pour expliquer qu'est-ce qui fait que notre monde est bizarre de même, ben, il y a les pistes. En tout cas. Fait que pour moi, il n'y a pas de honte à aller là, surtout si après ça, tu le définis comme étant pas Spice. Là, c'est ça, exact. Comme étant comme sa propre affaire avec ses propres particularités, ses propres propriétés. Je me rappelle plus dans quel épisode, mais on a parlé à un moment donné d'un équilibre fragile entre plusieurs civilisations. Puis, que tu enlèves comme un élément du système puis tout s'écroule. OK. Peut-être l'épisode sur les factions, il y a très longtemps? Ou civilisation dans ces eaux-là. Oui, peut-être. Fait que j'établis là, qu'il y a un équilibre, il y a comme un âge d'or de partage entre les peuples du désert qui connaissent les méthodes de cryptobiose. Ouais. Les gens des galeries qui peuvent comme utiliser, qui connaissent la recette pour le solvant. Fait que cet échange-là, après ça, de dormeurs, ben, permet comme de stocker de l'information, d'améliorer la science. C'est un petit peu l'ordinateur de mon univers. Tu sais, ça te permet comme de faire une tâche, ou la tâche de se rappeler de plein d'affaires par quelqu'un d'autre. Tu sais. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Surtout dès que je l'imagine comme un aspect un peu nécromancien. Ouais. Parce que c'est ça, là, tu sais, il y a un cercueil rempli de sable, puis une momie, puis cette momie-là a les réponses à tes questions. Puis je trouve qu'il y a tout. Puis il faut opérer un rituel avec un liquide particulier. Puis je pense que tout ça est très. C'est riche pour aller après ça créer des histoires autour. Ouais. Fait que ouais, j'aime vraiment ça. Autant les personnages pourraient pourraient découvrir du vin des morts, autant tu peux découvrir un dormeur. Tu sais. Là, on est loin dans le passé dans ce texte-là. Ouais. Est-ce que à l'époque de ton histoire où tout prend place, ces choses-là existent encore? Il y a des dormeurs cachés dans le fond dans le désert de Vikshem, mettons. Puis... Oui, il y a des nécropoles souterraines avec des dormeurs classés dans des petites niches avec genre leur spécialité. Puis, Et est-ce que c'est une époque comme clairement révolue, puis y aller, c'est comme un peu ouvrir des tombeaux de pharaons? Oui, exact. Ou est-ce qu'il y a encore des édifiés en train de régulièrement d'aller voir les dormeurs? Moi, je pense que... c'est fini, là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ce que je veux établir... C'est bon pour une aventure, par exemple. Oui, exact. Ce que je veux établir, c'est un monde où il y a les ruines d'un autre monde. Ouais, parce cool. que sinon, tu n'as rien à découvrir quand tu joues. Puis les ruines de cet autre monde-là, si je prends juste les édificiers, mettons, là, ben il y a peut-être un édificier immortel de la génération finale, là, que c'est par la génétique qui est devenue immortelle, qui est en éveil constant, qui n'a pas besoin de sel pour dormir, mais il est rendu complètement cinglé. C'est ma liche dans une tour lointaine qui est complètement du fait d'être seul puis du fait de vivre des milliers d'années. J'ai ce genre d'aventure-là qui peut exister. T'as le dévoreur d'au-dessus. J'ai le dévoreur d'au-dessus. J'ai la découverte d'une nécropole avec un dormeur qui connaît de l'information importante. J'ai du vin des morts qu'on peut trouver. J'ai un peuple insulaire qui était peut-être assez distancé de toutes ces affaires-là pour qu'on les découvre intactes. Fait que mon but, c'est de comme brasser ma salade de c'est quoi mon monde en ruine pour générer des petites graines d'aventure. Puis un aspect que je trouve intéressant dans réveiller un dormeur, c'est que chaque dormeur est une encyclopédie, puis il y a plein de dormeurs. Mais ils ont tous le savoir général, mais j'imagine que si le processus va que tu réveilles un dormeur, tu lui poses des questions, puis en même temps, tu le feeds sur qu'est-ce qu'il devrait savoir pour l'avenir, il y a peut-être des dormeurs qui ont des informations privilégiées que d'autres dormeurs n'ont pas. Ouais. Fait que là, tu vas voir un dormeur, puis lui, il a été mis au courant que telle affaire dans le passé s'est passée différemment que ce que tous les autres dormeurs pensent. Ouais. Lui, il avait comme la version de première source. Tu peux mentir à un dormeur. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux faire de la désinformation pour le futur. Puis, c'était quoi le damnation mémoriale? Là? Ouais. Tu pourrais détruire comme la mémoire de quelqu'un en juste disant le contraire à tous les dormeurs. Ouais, exact. Ouais. Fait que tu vois, il y a beaucoup de... Ah oui, c'est le fun, ça. Et puis, je suggère aussi que dans une mission spatiale, les édificiers qui prenaient part à cette mission-là amènent avec eux un dormeur pour loguer l'information, là, pour parler des découvertes, puis s'il arrive quelque chose à l'équipage. Fait que, est-ce que ce dormeur-là ou cette dormeuse-là, dans ce cas-ci, est encore
comme là-bas. Fait que je sais pas, je trouvais ça cool, le principe de... Puis c'est un vrai concept, là, la cryptobiose. Il y a des organismes qui sont capables d'entrer dans cet état de mort temporaire-là. Là. Ouais. Je trouvais... Mais évidemment, plus l'organisme est complexe, plus ça se peut pas. Là. Mais là, excuse-moi, je t'interromps parce que tu m'as donné comme une idée, là, mais je fais comme... Tu sais, le vaisseau spatial qui a été envoyé avec une couple d'édificiers immortels puis un dormeur, puis après ça, plus de réponse de Houston parce que la sonde est arrivée puis tout le dévoreur d'au-dessus a comme détruit la civilisation sur la planète. Mais ce vaisseau Rogue-là existe encore puis il est quelque part dans l'espace. Il va peut-être revenir. Non, mais même sans revenir, tu peux faire une histoire dans ce vaisseau-là. Totalement. Avec des édificiers puis un dormeur puis mettre en scène des personnages de ton monde, mais dans une genre de naïveté. Space opera sci-fi. Tu pourrais, là. Ouais, Ça serait absolument atypique par rapport à ce que tu crées en général, mais ton monde le permet. Ouais. Ouais. Oui. C'est pour ça que c'est difficile des fois de garder le focus sur aventure locale, Val-Terreur. Mais je pense qu'en épaississant, en mettant beaucoup de viande sur mon os, il y a une histoire préhistorique finalement. Là, il se passe de quoi avant le début de l'aventure. Ça crée plein d'autres options. Ça crée des ramifications. Mais je t'ai interrompu. Qu'est-ce que tu allais dire? C'est ça, je parlais de cryptobiose. Puis c'est vraiment un état de mort, dans le sens que l'organisme n'a pas besoin de ressources, n'a pas besoin... Fait que dans mon canon, c'est éternel. Il n'y a rien qui empêche que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années plus tard, on trouve un dormeur, puis... Mais ça prend le secret, pour comment le réveiller. Mais là, je veux juste jouer puis découvrir un dormeur. Là. Ouais, je veux faire un peu l'égyptologie de ton monde. Totalement. As-tu d'autres questions pour moi? Non, je pense qu'on a fini. Ouais. Je pense que c'est la fin de l'épisode, malheureusement. Bon. Le temps passe. Mais au prochain épisode, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit Annie? Ben oui, on reçoit Annie. Elle vient nous parler de Undertale. Ouais. Ça va être le fun. J'adore Undertale. Bon, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, Julien. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.